Oh, c'est l'heure du conteur. Oui, c'est l'heure du conteur. C'est l'heure du conteur. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le conteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du conteur. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Blanche-Neige. C'était au milieu de l'hiver, et les flocons de neige tombaient comme des plumes. Une reine était assise près de sa fenêtre au cadre d'ébène et cousait. Et comme elle cousait et regardait la neige, elle se piqua les doigts avec son épingle, et 3 gouttes de sang en tombèrent. Et voyant ce rouge si beau sur la neige blanche, elle se dit « Oh, si j'avais un enfant blanc comme la neige, rouge comme le sang et noir comme l'ébène. » Bientôt, elle eut une petite fille qui était aussi blanche que la neige, avec des joues rouges comme du sang et des cheveux noirs comme l'ébène, ce qui fit qu'on la nomma Blanche-Neige. Et lorsque l'enfant eut vu le jour, la reine mourut. 1 an après, le roi prit une autre femme. Elle était belle, mais fière et hautaine à ne pouvoir souffrir qu'aucune autre la surpassât en beauté. Elle possédait un miroir merveilleux, et quand elle se mettait devant lui pour s'y mirer, elle disait « Petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle. » Alors elle était contente, car elle savait que le miroir disait la vérité. Mais Blanche-Neige grandissait et devenait toujours plus belle. Et quand elle eut 7 ans, elle était aussi belle que le jour, plus belle que la reine elle-même. Comme celle-ci demandait une fois à son miroir « Petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Il lui répondit aussitôt « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. » La reine, consternée, devint livide de rage et d'envie. Depuis ce moment, la vue de Blanche-Neige lui bouleversa le cœur, tant la petite fille lui inspirait de haine. L'envie et la jalousie ne firent que croître en elle, et elle n'eut plus de repos ni jour ni nuit. Enfin, elle fit venir son chasseur et lui dit « Portez l'enfant dans la forêt, je ne veux plus la voir devant les yeux. Là, vous la tuerez et vous m'apporterez son foie et ses poumons comme preuve de l'exécution de mes ordres. » Le chasseur obéit et emmena l'enfant avec lui. Et quand il eut tiré son couteau de chasse pour percer le cœur de l'innocente Blanche-Neige, voilà que la petite fille commença à pleurer et dit « Oh, mon bon chasseur, laisse-moi la vie, je courrai dans la forêt sauvage et ne reviendrai jamais. » Elle était si belle que le chasseur eut pitié d'elle et dit « Va, pauvre enfant. » Il pensait en lui-même « Les bêtes féroces vont te dévorer bientôt. » Pourtant, il se sentit le cœur soulagé d'un grand poids à l'idée qu'il avait pu se dispenser de l'égorger. Et comme il vit courir devant lui un marcassin, il le tua, en prit le foie et les poumons, s'en fut les présenter à la reine, qui les fit bien assaisonner et cuire. Et la méchante femme crut manger la chair et le sang de Blanche-Neige. Pendant ce temps, la pauvre enfant errait toute seule dans l'épaisse forêt. Elle avait si grand-peur qu'elle regardait d'un air inquiet tous les arbres et toutes les feuilles, ne sachant où trouver du secours. Puis elle se mit à courir sur les pierres pointues et sur les épines, et les bêtes féroces bondissaient à côté d'elle, mais sans lui faire aucun mal. Elle courut aussi longtemps que ses pieds purent la porter, jusqu'à la brune, et elle aperçut alors une petite cabane où elle entra pour se reposer. Tout dans cette cabane était petit, mais si gentil et si propre qu'on ne saurait le décrire.
Il y avait une petite table recouverte d'une nappe blanche avec 7 petites assiettes, chaque assiette avec sa petite cuillère, puis 7 petits couteaux, 7 petites fourchettes et 7 petits gobelets. Contre le mur, il y avait 7 petits lits, l'un à côté de l'autre, couverts de draps blancs comme la neige. Blanche-Neige avait très faim et très soif. Elle mangea une cuillerée de légumes avec une bouchée de pain dans chaque assiette et but dans chaque gobelet une goutte de vin, car elle ne voulait pas prendre une seule part tout entière. Puis, comme elle était fatiguée, elle essaya de se coucher dans un des petits lits. Mais l'un était trop long, l'autre trop petit, et enfin, il n'y eut que le 7e qui fut à sa taille. Elle y resta donc, fit sa prière et s'endormit. La nuit venue, les maîtres de la cabane arrivèrent. C'étaient des nains qui cherchaient de l'airain et de l'or dans les montagnes. Ils allumèrent leurs petites lampes, et quand le logis fut éclairé, ils virent bientôt que quelqu'un avait passé par là, car tout n'était plus dans le même ordre où ils l'avaient laissé. Le premier dit « Qui s'est assis sur ma chaise ?» Le second « Qui a mangé dans mon assiette ?» Le troisième « Qui a pris de mon pain ?» Le quatrième « Qui a touché à mes légumes ?» Le cinquième « Qui a piqué avec ma fourchette ?» Le sixième « Qui a coupé avec mon couteau ?» et le septième « Qui a bu dans mon gobelet ?» Puis le premier se retourna et il vit que son lit était un peu affaissé. « Qui s'est couché dans mon lit ?» dit-il. Et les autres d'accourir et dirent « Oh, dans le mien aussi, il y a eu quelqu'un !» Mais le septième, en regardant son lit, aperçut Blanche-Neige qui était couchée et dormait. Il appela ses frères qui se hâtèrent de venir et se récrièrent d'étonnement. Et chacun fut chercher sa lampe pour mieux contempler Blanche-Neige. « Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu !» répétaient les nains. « Que cette enfant est belle !» Ils étaient ravis de l'admirer et se gardèrent bien de l'éveiller. Le 7e nain dormit 1 heure dans le lit de chacun de ses compagnons jusqu'au point du jour. Le matin, quand Blanche-Neige sortit de son sommeil, elle vit les petits hommes et fut effrayée. Mais ils se montrèrent fort aimables et lui demandèrent son nom. « Je me nomme Blanche-Neige, dit-elle. »« Par quel hasard, reprirent les nains, es-tu venu dans notre maison ?» Alors elle leur conta son histoire, comment sa belle-mère avait voulu la faire tuer, comment le chasseur l'avait épargnée et comment elle avait couru tout le jour jusqu'à ce qu'elle rencontrât la petite cabane. Les nains lui dirent « Veux-tu faire notre ménage, les lits, la cuisine, coudre, laver, tricoter? En ce cas, nous te garderons avec nous et tu ne manqueras de rien. » Blanche-Neige leur promit tout ce qu'ils désiraient et resta chez eux. Elle vaquait aux soins du ménage. Le matin, les nains s'en allaient pour chercher dans les montagnes de l'airain et de l'or. Le soir, ils rentraient au logis, où le dîner devait se trouver prêt. Toute la journée, la jeune fille était seule, et il l'avertissait en partant de se tenir sur ses gardes. « Car, disaient les bons petits hommes, ta marâtre saura bientôt que tu es ici. N'ouvre à personne. » Cependant, la reine, qui croyait avoir mangé la chair et le sang de Blanche-Neige, pensait bien être de nouveau la plus belle femme du pays. Et pour en avoir l'assurance, elle se mit devant son miroir et lui dit « Petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Aussitôt le miroir de répondre « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige, au-delà des montagnes, chez les 7 petits nains, est 1000 fois plus belle que vous. » La reine pâlit de colère. Elle savait que le miroir ne mentait pas, et elle reconnut que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige vivait encore. Elle songea derechef au moyen de la tuer, car aussi longtemps qu'elle ne serait pas la plus belle, elle sentait qu'elle n'aurait pas de repos. Enfin, elle imagina de se grimer le visage et de s'habiller en vieille marchande, de façon à se rendre méconnaissable. Ainsi déguisée, elle alla dans les 7 montagnes, chez les 7 nains, frappa à la porte de la cabane et cria « De belles marchandises, achetez, achetez !»
Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit « Bonjour, ma bonne femme, que vendez-vous là ?» « De bonnes marchandises, de belles marchandises, reprit l'autre. des lacets de toutes les couleurs. » Et elle tira de sa boîte un lacet tressé de soie de diverses couleurs. « Je peux laisser entrer cette brave femme ?» pensa Blanche-Neige. Et tirant le verrou de la porte, elle ouvrit à la vieille et lui acheta le beau lacet. « Enfant, dit la vieille, de quelle façon êtes-vous lacé? Je vais vous montrer comment il faut faire. » Blanche-Neige, sans aucun soupçon, se plaça devant elle et se fit lasser avec le nouveau lacet. Mais la vieille le serra si fort que la jeune fille en perdit la respiration et tomba comme morte. « Maintenant tu as fini d'être la plus belle, » dit la marâtre, et elle s'en alla au plus vite. Vers le soir, les 7 nains revinrent à la cabane, mais quel ne fut pas leur trouble en apercevant leur chère Blanche-Neige étendue par terre, sans mouvement et comme inanimée. Ils la relevèrent, et quand ils eurent vu le lacet qui l'étranglait, ils le coupèrent. Alors elle commença à respirer faiblement et revint à elle peu à peu. Les nains écoutèrent le récit de ce qui s'était passé et dirent « La vieille marchande n'était autre que la reine. Prends garde de n'ouvrir à personne désormais en notre absence. » La méchante reine, dès qu'elle fut de retour chez elle, alla droit à son miroir et lui demanda « Petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir magique de répondre « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige au-delà des montagnes, chez les 7 petits nains, est 1000 fois plus belle que vous. » Lorsque la reine entendit cela, tout son sang se porta au cœur, tant sa colère fut violente à l'idée que Blanche-Neige était en vie. « À présent, dit-elle, il faut que je trouve un moyen infaillible de la perdre. » Et, avec son art de sorcière, elle fabriqua un peigne empoisonné. Puis elle se déguisa de nouveau sous la figure d'une autre vieille bohémienne. Elle s'enfuit par les 7 montagnes chez les 7 nains, frappa à la porte et dit « Bonne marchandise à vendre, achetez !» Blanche-Neige regarda par la fenêtre, mais elle répondit « Je ne dois faire entrer personne, passez votre chemin. »« On vous permettra bien de regarder seulement, » repartit la vieille, qui tira le peigne empoisonné et le mit sous les yeux de la jeune fille. Il plut tellement à celle-ci qu'elle se laissa entraîner à ouvrir la porte. Lorsqu'elle eut acheté le peigne, la vieille dit « Attends, je vais te peigner comme il faut. » La pauvre Blanche-Neige, sans nulle méfiance, laissa faire la vieille. Mais à peine avait-elle entré le peigne dans les cheveux de sa victime que le poison commença à agir, et que la jeune fille tomba roide par terre, comme frappée de mort. « Eh bien, ma belle, dit la vieille en ricanant, cette fois, c'en est fait de toi. » Puis elle sortit. Par bonheur, le soir approchait, et c'était l'heure du retour des nains. En voyant Blanche-Neige étendue ainsi, ils pensèrent tout de suite à sa belle-mère et cherchèrent partout la cause de ce qui venait d'arriver. Ils mirent la main sur le peigne empoisonné, et à peine l'eurent-ils retiré que Blanche-Neige reprit connaissance et raconta ce qui avait eu lieu. Les nains lui recommandèrent plus vivement que jamais de ne laisser pénétrer personne jusqu'à elle. Tandis que la charmante enfant triomphait pour la 3e fois de ses embûches, la reine, dans son palais, consultait le miroir suspendu au mur. « Petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et comme naguère, il répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige au-delà des montagnes, chez les 7 petits nains, est 1000 fois plus belle que vous. » Lorsque la marâtre entendit cette nouvelle réponse, elle trembla de fureur. « Blanche-Neige mourra !» s'écria-t-elle, « quand il devrait m'en coûter la vie !» Puis elle s'enferma dans une chambre secrète où personne n'entrait, et y prépara une pomme empoisonnée, superbe à voir, blanche et rose de peau, fraîche à croquer.
Cette pomme avait le pouvoir de tuer quiconque en goûterait un morceau. Lorsqu'elle l'eut bien apprêtée, la reine se peignit la figure et, déguisée en paysanne, retourna dans les 7 montagnes, au pays des 7 nains. Parvenue à la cabane où demeurait Blanche-Neige, elle frappa, et la jeune femme mit la tête à la fenêtre. « Je ne dois laisser entrer personne, dit-elle. Les nains me l'ont défendu. Soit, répliqua la paysanne. Cela m'est égal. On m'achètera mes pommes ailleurs. Tenez, en voici une. Je vous la donne. Non, dit Blanche-Neige, je ne dois rien prendre. Auriez-vous peur de quelque poison? Dit la vieille. Regardez, voici ma pomme coupée en 2 moitiés. Mangez la rouge, moi je mangerai la blanche. Mais la pomme était préparée avec tant d'art que le côté rouge seul était empoisonné. Blanche-Neige avait bien envie de la belle pomme, et lorsque la paysanne se mit à en manger la moitié, la pauvre petite ne put y tenir davantage. Elle tendit la main et prit la moitié où se trouvait le poison. À peine ses lèvres s'y furent-elles posées qu'elle tomba morte sur le sol. La reine la considéra avec des yeux terribles, rit aux éclats et dit « Blanche comme neige, rouge comme sang, noire comme l'ébène. Cette fois, les nains ne te réveilleront point. » Et lorsqu'elle interrogea son miroir selon sa formule habituelle, « Petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Il répondit enfin, « Madame la reine, la plus belle, c'est vous. » Alors le cœur envieux de la marâtre fut satisfait, autant que peut l'être un cœur envieux. Les nains, en arrivant à la maison le soir, trouvèrent Blanche-Neige étendue encore une fois par terre, sans haleine et sans mouvement. Ils la relevèrent, cherchèrent la cause de ce nouveau malheur, la desserrèrent, peignèrent ses cheveux et lui lavèrent le visage avec de l'eau et du vin, mais rien n'y fit. La pauvre enfant était morte et resta morte. Ils la couchèrent dans une bière et se mirent tous les 7 autour d'elle, veillant et pleurant pendant 3 jours. Puis ils voulurent l'enterrer, mais elle avait si bien l'air d'une personne vivante, tant ses joues étaient fraîches et roses, qu'ils se dirent « Nous ne pouvons la mettre dans la terre noire. » Ils lui firent un cercueil de verre pour qu'on pût la voir de tous côtés, l'ensevelirent dedans et écrivirent dessus en lettres d'or qu'elle était fille de roi et se nommait Blanche-Neige. Ensuite, ils placèrent le cercueil sur le haut de la montagne, et l'un d'eux restait toujours auprès d'elle pour la garder. Les oiseaux vinrent aussi pleurer Blanche-Neige. Le premier fut un hibou, le second un corbeau, et le troisième une colombe. Blanche-Neige était ainsi depuis bien longtemps dans son cercueil et ne changeait pas de figure, ne semblant toujours qu'endormie, car elle était toujours blanche comme neige, avec des joues rouges comme du sang, sous ses beaux cheveux noirs comme l'ébène. Or, il advint qu'un fils de roi, allant par la forêt, arriva chez les nains pour y passer la nuit. Il vit Blanche-Neige couchée dans le cercueil de verre sur la montagne et lut ce qui s'y trouvait écrit en lettres d'or. Alors il dit aux nains, « Livrez-moi ce cercueil, je vous donnerai ce que vous voudrez. » Mais les nains répondirent, « Nous ne le livrerions pas pour tout l'or du monde. » « Eh bien, reprit-il d'un ton suppliant, « faites-m'en présent, car je ne peux plus vivre sans voir Blanche-Neige. » Les bons petits nains, touchés de ses prières, eurent pitié de lui et lui permirent d'emporter le cercueil. Les gens du prince le soulevèrent sur leurs épaules, mais ayant heurté du pied une grosse racine, ils tombèrent, et par l'effet du choc, le cœur de la pomme sortit du gosier de Blanche-Neige. Presque aussitôt, elle rouvrit les yeux, se redressa et dit « Mon Dieu, où suis-je ?»« Avec moi qui t'aime plus que tout au monde !» s'écria le fils de roi plein de joie, et il lui raconta ce qui s'était passé. « Viens avec moi dans le château de mon père, dit-il, et tu seras ma femme. » Et Blanche-Neige
sentit bien qu'elle l'aimait aussi, et elle s'en fut avec lui. Et la noce fut préparée en grande pompe. On n'oublia pas d'inviter la méchante belle-mère à la fête. Lorsqu'elle se fut parée de ses plus riches atours, elle se mit devant son petit miroir et dit: petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays? Le miroir répondit: Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais la jeune reine est plus belle que vous. La méchante femme se récria de fureur. Dans son trouble, elle ne savait plus que faire. Tout d'abord, elle ne voulait plus aller à la noce. Mais bientôt elle changea de résolution et n'eut point de repos qu'elle ne fût partie pour voir la jeune reine. Et lorsqu'elle entra, elle reconnut Blanche-Neige et resta immobile de terreur et d'angoisse. Mais on avait déjà mis des pantoufles de fer sur un feu de charbons ardents, et on les apporta toutes brûlantes. Il lui fallut chausser ses pantoufles rougies au feu et danser avec. Elle fut condamnée à danser jusqu'à ce qu'elle eût les pieds consumés et tomba roide morte. Cendrillon. Il y avait une fois un homme fort riche dont la femme tomba malade. Se sentant près de sa fin, elle fit venir à son chevet sa fille unique, qui était encore toute petite. « Ma chère enfant, lui dit-elle, sois toujours bonne et pieuse, et le bon Dieu t'aidera. Quant à moi, je regarderai de là-haut, et toujours je serai auprès de toi. » Après quoi, ayant clos ses paupières, elle mourut. Chaque jour, la jeune fille allait pleurer sur la tombe de sa mère, et ainsi elle resta bonne et pieuse. Le cimetière était caché sous la neige comme sous un suaire, et quand il en fut dégagé par le ciel, le père prit une autre femme. Celle-ci amena dans la maison 2 filles blanches et belles de figure, mais noires et laides de cœur. Dès lors, pour la pauvre enfant commença une vie bien dure. « Qu'est-ce que cette créature fait dans notre chambre ?» disait-elle. « Qui veut manger doit gagner son pain. » La place de la servante est à la cuisine. Elles lui enlevèrent ses beaux habits, la vêtirent d'un vieux casaquin de toile gris, et, après l'avoir bien raillée, la menèrent à la cuisine, où elle fut forcée de faire les plus gros ouvrages, de se lever avant l'aube, de puiser de l'eau, d'allumer le feu, d'apprêter les repas et la lessive. Ses sœurs, par-dessus le marché, lui faisaient toutes les malices possibles. Elles se moquaient d'elle et lui répandaient ses pois dans les cendres pour qu'elle les ramassât. Le soir, lorsqu'elle était lasse de travailler, elle n'avait pas de lit pour dormir, et elle devait se coucher dans les cendres du foyer. Elle paraissait donc toujours sale et poudreuse, et c'est pourquoi on la surnomma Cendrillon. Il arriva qu'un jour, son père, allant à la foire, demanda à ses 2 belles filles ce qu'elles voulaient qu'il leur apportât. « Oh, de belles robes !» dit l'aînée. « Des perles et des diamants !» dit la cadette. « Et toi, Cendrillon, que veux-tu ?»« Que vous me coupiez la première branche qui, à votre retour, touchera votre chapeau. » Il fit donc en plette pour les 2 sœurs de superbes robes, de perles et de pierres précieuses. Puis, en revenant, comme il traversait un bois, son chapeau fut heurté par une branche de coudrier qui le jeta à terre. Il cassa la branche et l'emporta. De retour au logis, il donna à ses belles filles les objets qu'elles avaient désirés et à Cendrillon la branche de coudrier. Après l'avoir remerciée, celle-ci s'enfuit à la tombe de sa mère, planta la branche et l'arrosa de ses larmes. La branche crut bientôt et devint un arbre superbe. 3 fois par jour, Cendrillon allait prier et pleurer sous son ombre, et chaque fois voletait un petit oiseau qui lui jetait tout ce qu'elle demandait. Or, il advint que le roi fit préparer une grande fête qui devait durer 3 jours. Il y convia toutes les jolies filles du pays, afin que son fils pût faire choix d'une épouse. En apprenant qu'elles étaient de ce nombre, les 2 sœurs ne se sentirent pas de joie. Elles appelèrent Cendrillon et lui dirent:
Arrange bien nos cheveux, cire nos souliers et attache nos boucles. Nous allons à la fête que le roi donne au château. Cendrillon obéit, mais en pleurant. Elle aurait bien voulu aller au bal, et elle supplia sa belle-mère de lui en donner la permission. Comment? Toi, si sale et si poudreuse, toi, Cendrillon, dit la marâtre, tu veux aller au bal, et tu n'as pas même une robe. Tu veux danser, et tu n'as seulement pas de souliers. Comme la jeune fille ne cessait de la prier, elle lui dit « Oh, j'ai laissé choir un plat de lentilles dans les cendres. Si dans 2 heures tu les as ramassées, tu pourras sortir. » Cendrillon s'en alla au jardin et dit « Gentils pigeons, tourterelles et vous tous oiselets qui volez par les airs, accourez et m'aidez à chercher les bonnes au pot, les autres dans votre chapeau. » 2 blancs pigeons entrèrent dans la cuisine par la fenêtre, puis arrivèrent les tourterelles et tous les autres menus oiseaux, et ils guettèrent dans les cendres. Les pigeons balancèrent leurs petites têtes en faisant pic, pic, pic. Les autres aussi firent pic, 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 et mirent dans le plat toutes les bonnes graines. En moins d'1 heure, ils eurent fini et s'envolèrent. Cendrillon, toute joyeuse, apporta alors le plat à sa belle-mère. Elle se figurait qu'elle pourrait se rendre au bal, mais la méchante femme lui dit « Non, tu ne viendras pas avec nous, tu n'as pas de robe, et d'ailleurs tu ne sais pas danser. » Comme Cendrillon pleurait, elle ajouta « Retire-moi des cendres dans 1 heure 2 plats de lentilles, et tu viendras avec nous. » Persuadée que la pauvre fille n'en sortirait point, elle jeta dans les cendres les 2 plats de lentilles. Mais Cendrillon retourna au jardin et dit « Gentils pigeons, tourterelles, et vous tous oiselets qui volez par les airs, accourez et m'aidez à chercher les bonnes au pot, les autres dans votre chapeau. » Et comme la première fois, 2 blancs pigeons entrèrent dans la cuisine par la fenêtre. Puis arrivèrent les tourterelles et tous les autres menus oiseaux qui volent par les airs, et ils quêtèrent dans les cendres. Les pigeons balancèrent leurs petites têtes en faisant pic, pic, pic. Les autres aussi firent pic, 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 et mirent dans les plats toutes les bonnes graines. 1 demi-heure ne s'était pas écoulée qu'ils avaient fini et s'envolaient. Cendrillon, toute joyeuse, apporta alors les plats à sa belle-mère. Elle se figurait qu'elle pourrait se rendre au bal, mais la marâtre lui dit « C'est inutile, tu ne viendras pas avec nous. Tu n'as pas de robe, tu ne sais pas danser, et nous rougirions de toi. » Sur quoi elle tourna le dos et partit avec ses 2 insolentes filles. Une fois seule à la maison, Cendrillon s'en fut à la tombe de sa mère sous le coudrier et dit « Petit arbre, balance-toi et secoue-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » L'oiselet alors lui donna une robe d'or et d'argent, avec des pantoufles brodées d'or et de soie. Elle mit la belle robe et alla à la fête. Ni ses sœurs, ni sa belle-mère ne la reconnurent. Elles crurent voir une princesse étrangère, tant elle était éblouissante dans sa robe magnifique. Elles ne pensaient guère à Cendrillon, qu'elles avaient laissé au logis dans les cendres. Le fils du roi alla au-devant de la dame inconnue, lui offrit la main et dansa avec elle. Il ne voulut même pas en faire danser d'autres ce jour-là. Il garda toujours la main de la jeune fille. Et quand on la venait inviter, il répondait « Celle-ci danse avec moi ». Après avoir dansé jusqu'au soir, elle songea à se retirer. « Je vais vous reconduire », lui dit le prince. Il brûlait de savoir qui était cette charmante jeune fille, mais elle s'échappa et sauta dans le pigeonnier. Le prince attendit l'arrivée du père et lui montra l'endroit où s'était cachée l'étrangère. « Si c'était Cendrillon, » se dit le père. Il se fit apporter une hache, brisa le pigeonnier et n'y trouva personne. Quand tous les 2 entrèrent en la maison, Cendrillon était accroupi dans les cendres, avec son vieux casaquin gris et une petite lampe achevant de brûler sur le foyer. Cendrillon était descendu rapidement de l'autre côté et avait couru au coudrier. Aussitôt, ôtant sa belle robe, elle l'avait déposée sur la tombe où l'oiseau la reprit. Ensuite, elle s'était replacée dans les cendres avec son vieux casaquin. La fête continua le lendemain, et lorsque son père, sa mère et ses belles-sœurs furent partis, la jeune fille s'en alla sous le coudrier. « Petit arbre, balance-toi et secoue-toi,
Jette de l'or et de l'argent sur moi. » L'oiselet alors lui fit don d'une robe plus étincelante encore que la précédente, et quand elle apparut dans le bal parée de cette robe, chacun fut émerveillé de sa beauté. Le prince qui l'attendait la prit aussitôt par la main et ne dansa qu'avec elle. Lorsqu'on s'approchait pour l'inviter, il disait « Celle-ci danse avec moi ». Le soir venu, elle parla de s'en retourner, et le fils du roi lui offrit de l'accompagner, afin de voir où elle irait. Mais elle lui échappa dans le jardin, derrière la maison. Il s'y trouvait un superbe poirier, tout couvert de belles poires. Cendrillon y grimpa leste comme un écureuil, si bien que le prince ne sut pas où elle s'était cachée. Il attendit pourtant le retour du père et lui dit « L'étrangère m'a encore échappé, et je crois bien qu'elle a grimpé sur le poirier. »« Si c'était Cendrillon, » se dit de nouveau le père. Il envoya quérir une hache et coupa l'arbre. Mais on n'y trouva personne. Et quand ils entrèrent dans la cuisine, Cendrillon, comme d'habitude, était accroupie dans les cendres, car elle s'était dépêchée de rendre sa belle robe à l'oiselet du coudrier et avait repris son casaquin gris. Le surlendemain, après avoir vu partir ses sœurs et ses parents, Cendrillon s'en alla à la tombe de sa mère et dit « Petit arbre, balance-toi et secoue-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » L'oiselet alors lui jeta une robe d'une richesse telle que la jeune fille n'en avait pas encore vu de semblable, ainsi que des pantoufles en or. Lorsqu'elle entra dans la salle du bal, tous restèrent muets d'admiration. Le prince ne dansa qu'avec elle seule, et si quelqu'un l'invitait, il répétait « Celle-ci danse avec moi. » Quand vint le soir, elle voulut partir, et le fils du roi offrit de l'accompagner. Mais elle s'enfuit si rapidement qu'il ne put suivre ses pas. Or, le prince s'était avisé d'un artifice. Il avait ordonné qu'on mît de la poix sur l'escalier, et la pantoufle de Cendrillon y resta attachée. Le fils du roi s'en empara. Elle était toute en or, aussi charmante que mignonne. Le jour suivant, il s'en alla chez le père de la fugitive et lui déclara qu'il prendrait pour femme celle qui pourrait chausser la pantoufle d'or. Les deux sœurs furent enchantées, car elles avaient le pied fort petit. L'aînée s'enfuit à sa chambre avec sa mère pour essayer la pantoufle. Mais comme la pantoufle était trop étroite, elle ne réussit pas à y faire entrer l'orteil. La mère alors lui tendit un couteau en disant « Coupe l'orteil. Lorsque tu seras reine, tu n'iras plus à pied. » La jeune fille se coupa donc l'orteil et le pied put entrer. Ensuite, en cachant sa douleur, elle alla retrouver le prince. Celui-ci la prit en croupe comme sa fiancée et s'en fut avec elle. Mais quand le couple passa devant la tombe sous le coudrier, les deux pigeons qui y étaient perchés dirent ensemble « Rou, 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 le soulier rouge de sang, le soulier n'est pas assez grand, la vraie fiancée est encore à la maison. » Le prince aussitôt jeta les yeux sur le pied de sa compagne et vit le sang qui sortait de la pantoufle. Il tourna bride, reconduisit la fausse fiancée à son père et demanda que la seconde sœur essayât la pantoufle d'or. Celle-ci monta donc à sa chambre, et les 5 doigts du pied entrèrent sans peine dans la pantoufle. Mais le talon était trop gros. Sa mère lui tendit le couteau et dit « Coupe le talon. Lorsque tu seras reine, tu n'iras plus à pied. » La jeune fille se coupa un morceau du talon, fit entrer ainsi le pied dans la pantoufle et la montra au prince, qui prit sa fiancée en croupe et s'en fut. Mais quand on passa devant la tombe, les 2 pigeons qui guettaient sur le coudrier répétèrent « Rou, 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 le soulier rouge de sang, le soulier n'est pas assez grand, la vraie fiancée est encore à la maison. » Et le prince baissa les yeux sur le pied de sa compagne et vit le sang qui sortait de la pantoufle et qui tachait le bas blanc. Il tourna bride de rechef et reconduisit chez elle la fausse fiancée. « Ce n'est pas encore la fiancée que je veux, dit-il. Est-ce que vous n'avez pas une autre fille ? » ?»« Non, dit le père. Il ne reste que Cendrillon, la fille de ma défunte femme,
et elle ne saurait être la fiancée. Le prince voulut qu'on l'allât quérir, mais la belle-mère répondit: « C'est impossible, elle est beaucoup trop malpropre pour se montrer. » Il exigea qu'on l'amenât, et on alla prévenir Cendrillon. Elle se lava la figure et les mains, ensuite elle entra et fit la révérence au prince qui lui présenta la pantoufle d'or. Elle ôta son gros soulier, posa le pied gauche sur la pantoufle, appuya légèrement et se trouva chaussée à merveille. Elle regarda alors le fils du roi en face, qui la reconnut et dit: « Voici la vraie fiancée. » La belle-mère et ses filles pâlirent à la fois de peur et de colère. Mais le fils du roi prit la main de Cendrillon et l'emmena sur son cheval. Et quand le jeune couple passa devant le coudrier, les deux pigeons blancs s'écrièrent: « Rou, 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 rou. Dans le soulier pas de sang. Le soulier est assez gros. C'est la vraie fiancée qu'il mène à la maison. » Après quoi, ils allèrent se percher sur les épaules de Cendrillon, l'un à droite, l'autre à gauche, et restèrent ainsi tout le long de la route. Lorsqu'arriva le jour du mariage, les méchantes sœurs se présentèrent pour prendre part au bonheur de Cendrillon. Au moment où le cortège entra dans l'église, comme l'aîné marchait à la droite et la cadette à la gauche de Cendrillon, les pigeons leur piquèrent un œil à chacune. La cérémonie terminée, quand on sortit, l'aîné se trouva à gauche et la cadette à droite, et les pigeons leur piquèrent l'autre œil. Et c'est ainsi qu'en restant aveugles toute la vie, elles expièrent leur perfidie et leur méchanceté. La Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés de n'avoir point d'enfant, si fâchés qu'on ne saurait le dire. Ils allèrent à toutes les eaux du monde, vœux, pèlerinages, tout fut mis en œuvre et rien n'y faisait. Enfin pourtant, la reine devint grosse et accoucha d'une fille. On fit un beau baptême. On donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays. Il s'en trouva 7, afin que chacune d'elles, lui faisant un don, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là, la princesse eut par ce moyen toutes les perfections imaginables. Après la cérémonie du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi, où il y avait un grand festin pour les fées. On mit devant chacune d'elles un couvert magnifique avec un étui d'or massif où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau de fin or garni de diamants et de rubis. Mais comme chacun prenait sa place à table, on vit entrer une vieille fée qu'on n'avait point priée parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle n'était sortie d'une tour et qu'on la croyait morte ou enchantée. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'y eut pas moyen de lui donner un étui d'or massif comme aux autres, parce que l'on n'en avait fait faire que 7 pour les 7 fées. La vieille crut qu'on la méprisait et grommela quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes fées, qui se trouva auprès d'elle, l'entendit, et jugeant qu'elle pourrait donner quelque fâcheux don à la petite princesse, alla, dès qu'on fut sorti de table, se cacher derrière la tapisserie, afin de parler la dernière et de pouvoir réparer, autant qu'il serait possible, le mal que la vieille aurait fait. Cependant, les fées commencèrent à faire leur don à la princesse. La plus jeune lui donna pour don qu'elle serait la plus belle personne du monde. Celle d'après, qu'elle aurait de l'esprit comme un ange. La troisième, qu'elle aurait une grâce admirable à tout ce qu'elle ferait. La quatrième, qu'elle danserait parfaitement bien. La cinquième, qu'elle chanterait comme un rossignol. Et la sixième, qu'elle jouerait de toutes sortes d'instruments dans la dernière perfection. Le rang de la vieille fée étant venu, elle dit en branlant la tête, encore plus de dépit que de vieillesse, que la princesse se percerait la main d'un fuseau et qu'elle en mourrait. Ce terrible don fit frémir toute la compagnie, et il n'y eut personne qui ne pleura. Dans ce moment, la jeune fée sortit de derrière la tapisserie et dit tout haut ces paroles. « Rassurez-vous, roi et reine, votre fille n'en mourra pas. Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. La princesse se percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans.
au bout desquelles le fils d'un roi viendra la réveiller. Le roi, pour tâcher d'éviter le malheur annoncé par la vieille, fit publier aussitôt un édit par lequel il défendait à toute personne de filer au fuseau, ni d'avoir des fuseaux chez soi, sous peine de la vie. Au bout de 15 ou 16 ans, le roi et la reine étant allés à une de leurs maisons de plaisance, il arriva que la jeune princesse, courant un jour dans le château et montant de chambre en chambre, alla jusqu'au haut d'un donjon, dans un petit galetas où une bonne vieille était seule à filer sa quenouille. Cette bonne femme n'avait point ouï parler des défenses que le roi avait faites de filer au fuseau. « Que faites-vous là, ma bonne femme ?» dit la princesse. « Je file, ma belle enfant, » lui répondait la vieille, qui ne la connaissait pas. « Oh, que c'est joli !» reprit la princesse. « Comment faites-vous? Donnez-moi que je vois si j'en ferai bien autant. » Elle n'eut pas plutôt pris le fuseau que, comme elle était fort vive, un peu étourdie, et que d'ailleurs l'arrêt des fées l'ordonnait ainsi, elle s'en perça la main et tomba évanouie. La bonne vieille, bien embarrassée, crie au secours. On vient de tous côtés, on jette de l'eau au visage de la princesse, on la délace, on lui frappe dans les mains, on lui frotte les tempes avec de l'eau de la reine de Hongrie, mais rien ne la faisait revenir. Alors le roi, qui était monté au bruit, se souvint de la prédiction des fées, et jugeant bien qu'il fallait que cela arrivât, puisque les fées l'avaient dit, fit mettre la princesse dans le plus bel appartement du palais, sur un lit en broderie d'or et d'argent. On eût dit un ange tant elle était belle, car son évanouissement n'avait point ôté les couleurs vives de son teint. Ses joues étaient incarnates, et ses lèvres comme du corail. Elle avait seulement les yeux fermés, mais on l'entendait respirer doucement, ce qui faisait voir qu'elle n'était pas morte. Le roi ordonna qu'on la laissât dormir en repos, jusqu'à ce que son heure de se réveiller fût venue. La bonne fée qui lui avait sauvé la vie en la condamnant à dormir 100 ans était dans le royaume de Mataquin, à 12 000 lieues de lorsque l'accident arriva à la princesse. Mais elle en fut avertie en un instant par un petit nain qui avait des bottes de 7 lieues. C'étaient des bottes avec lesquelles on faisait 7 lieues d'une seule enjambée. La fée partit aussitôt, et on la vit, au bout d'une heure, arriver dans un chariot de feu traîné par des dragons. Le roi lui alla présenter la main à la descente du chariot. Elle approuva tout ce qu'il avait fait, mais comme elle était grandement prévoyante, elle pensa que quand la princesse viendrait à se réveiller, elle serait bien embarrassée toute seule dans ce vieux château. Voici ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette tout ce qui était dans ce château. Or, le roi et la reine, gouvernante, fille d'honneur, femme de chambre, gentilhomme, officier, maître d'hôtel, cuisinier, marmiton, galopin, garde, suisse, page, valet de pied. Elle toucha aussi tous les chevaux qui étaient dans les écuries, avec les palefreniers, les gros matins de la basse-cour et la petite Pouffe, petite chienne de la princesse, qui était auprès d'elle sur son lit. Dès qu'elle les eut touchés, ils s'endormirent tous pour ne se réveiller qu'en même temps que leur maîtresse, afin d'être toujours prêts à la servir quand elle en aurait besoin. Les broches même qui étaient au feu, toutes pleines de perdrix et de faisans, s'endormirent, et le feu aussi. Tout cela se fit en un moment, les fées n'étaient pas longues à leur besogne. Alors, le roi et la reine, après avoir baisé leur cher enfant sans qu'elle s'éveillât, sortirent du château, firent publier des défenses à qui que ce fût d'en approcher. Ces défenses n'étaient pas nécessaires, car il crut dans un quart d'heure, tout autour du parc, une si grande quantité de grands arbres et de petits, de ronces et d'épines entrelacées les unes dans les autres, que bête ni homme n'y aurait pu passer. En outre qu'on ne voyait plus que le haut des tours du château, encore n'était-ce que de bien loin. On ne douta point que la fée n'eût encore fait là un tour de son métier, afin que la princesse, pendant qu'elle dormirait, n'eût rien à craindre des curieux. Au bout de 100 ans, le fils du roi, qui régnait alors, et qui était d'une autre famille que la princesse endormie, étant allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce qu'étaient que des tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais. Chacun lui répondit selon qu'il en avait ouï parler. Les uns disaient que c'était un vieux château où il revenait des esprits. Les autres, que tous les sorciers de la contrée y faisaient leur sabbat. La plus commune opinion était qu'un ogre y demeurait,
et que là il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper pour pouvoir les manger à son aise, et sans qu'on pût le suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois. Le prince ne savait qu'en croire lorsqu'un vieux paysan prit la parole et lui dit: Mon prince, il y a plus de 50 ans que j'ai ouï dire à mon père qu'il y avait dans ce château une princesse, la plus belle qu'on eût su voir, et qu'elle y devait dormir 100 ans, et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi, à qui elle était réservée. Le jeune prince, à ce discours, se sentit tout de feu. Il crut sans balancer qu'il mettrait fin à une si belle aventure. Et, poussé par l'amour et par la gloire, il résolut de voir sur le champ ce qu'il en était. À peine s'avança-t-il vers le bois, que tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines s'écartèrent d'eux-mêmes pour le laisser passer. Il marcha vers le château, qu'il voyait au bout d'une grande avenue, où il entra. Et ce qui le surprit un peu, il vit que personne de ces gens ne l'avait pu suivre, parce que les arbres s'étaient rapprochés dès qu'il avait été passé. Il ne laissa pas de continuer son chemin. Un prince jeune et amoureux est toujours vaillant. Il entra dans une grande avant-cour où tout ce qu'il vit d'abord était capable de le glacer de crainte. C'était un silence affreux. L'image de la mort s'y présentait partout, et ce n'étaient que des corps étendus, d'hommes et d'animaux qui paraissaient morts. Il reconnut pourtant bien, au nez bourgeonné et à la face vermeille des Suisses, qu'ils n'étaient qu'endormis, et leur tasse, où ils avaient encore quelques gouttes de vin, montrait assez qu'ils s'étaient endormis en buvant. Il passe dans une grande cour pavée de marbre. Il monte l'escalier. Il entre dans la salle des gardes, qui étaient rangés en haie, la carabine sur l'épaule, et ronflant de leur mieux. Il traverse plusieurs chambres pleines de gentilshommes et de dames, dormant tous, les uns debout, les autres assis. Il entra dans une chambre toute dorée, et il vit sur un lit, dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés, le plus beau spectacle qu'il eût jamais vu. Une princesse qui paraissait avoir 15 ou 16 ans, et dont l'éclat resplendissant avait quelque chose de lumineux et de divin. Il s'approcha en tremblant et en admirant, et se mit à genoux auprès d'elle. Alors, comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla, et le regardant avec des yeux plus tendres qu'une première vue ne semblait le permettre, « Est-ce vous, mon prince ?» lui dit-elle. « Vous vous êtes bien fait attendre. » Le prince, charmé de ces paroles, et plus encore de la manière dont elles étaient dites, ne savait comment lui témoigner sa joie et sa reconnaissance. Il l'assura qu'il l'aimait plus que lui-même. Ses discours furent mal rangés, ils en plurent davantage. Peu d'éloquence, beaucoup d'amour. Il était plus embarrassé qu'elle, et l'on ne doit pas s'en étonner. Elle avait eu le temps de songer à ce qu'elle aurait à lui dire, car il y a apparence, l'histoire n'en dit pourtant rien, que la bonne fée, pendant un si long sommeil, lui avait procuré le plaisir des songes agréables. Enfin, il y avait 4 heures qu'ils se parlaient, et ils ne s'étaient pas encore dit la moitié des choses qu'ils avaient à se dire. Cependant, tout le palais s'était réveillé avec la princesse. Chacun songeait à faire sa charge, et comme il n'était pas tous amoureux, il mourrait de faim. La dame d'honneur, pressée comme les autres, s'impatienta et dit tout haut à la princesse que la viande était servie. Le prince aida la princesse à se lever. Elle était tout habillée, et fort magnifiquement. Mais il se garda bien de lui dire qu'elle était habillée comme ma mère grand, et qu'elle avait un collet monté. Elle n'en était pas moins belle. Ils passèrent dans un salon de miroirs, et y soupèrent, servis par les officiers de la princesse. Les violons et les hautbois jouèrent de vieilles pièces, mais excellentes, quoiqu'il y eût près de 100 ans qu'on ne les jouait plus. Et après souper, sans perdre de temps, le grand aumônier les maria dans la chapelle du château, et la dame d'honneur leur tira le rideau. Ils dormirent peu. La princesse n'en avait pas grand besoin, et le prince la quitta dès le matin pour retourner à la ville, où son père devait être en peine de lui. Le prince lui dit qu'en chassant, il s'était perdu dans la forêt et qu'il avait couché dans la hutte d'un charbonnier qui lui avait fait manger du pain noir et du fromage. Le roi son père, qui était bon homme, le crut, mais sa mère n'en fut pas bien persuadée. Et voyant qu'il allait presque tous les jours à la chasse et qu'il avait toujours une raison en main pour s'excuser quand il avait couché 2 ou 3 nuits dehors, elle ne douta plus
qu'il n'eût quelque amourette, car il vécut avec la princesse plus de 2 ans entiers et en eut 2 enfants, dont le premier, qui était une fille, fut nommé l'Aurore, et le second, un fils, qu'on nomma le Jour, parce qu'il paraissait encore plus beau que sa sœur. La reine dit plusieurs fois à son fils, pour le faire expliquer, qu'il fallait se contenter dans la vie, mais il n'osa jamais se fier à elle de son secret. Il la craignait, quoiqu'il l'aimât, car elle était de race ogresse, et le roi ne l'avait épousée qu'à cause de ses grands biens. On disait même tout bas à la cour qu'elle avait les inclinations des ogres, et qu'en voyant passer de petits enfants, elle avait toutes les peines du monde à se retenir de se jeter sur eux. Ainsi le prince ne voulut jamais rien dire. Mais quand le roi fut mort, ce qui arriva au bout de 2 ans, et qu'il se vit le maître, il déclara publiquement son mariage et alla en grande cérémonie quérir la reine sa femme dans son château. On lui fit une entrée magnifique dans la ville capitale, où elle entra au milieu de ses 2 enfants. Quelque temps après, le roi alla faire la guerre à l'empereur Cantalabute, son voisin. Il laissa la régence du royaume à la reine sa mère et lui recommanda fort sa femme et ses enfants. Il devait être à la guerre tout l'été, et dès qu'il fut parti, la reine-mère envoya sa bru et ses enfants à une maison de campagne dans les bois pour pouvoir plus aisément assouvir son horrible envie. Elle y alla quelques jours après et dit un soir à son maître d'hôtel « Je veux manger demain à mon dîner la petite Aurore. »« Oh, madame !» dit le maître d'hôtel. « Je le veux !» dit la reine. Et elle le dit d'un ton d'ogresse qui a envie de manger de la chair fraîche. « Et je veux la manger à la sauce Robert. » Ce pauvre homme, voyant bien qu'il ne fallait pas se jouer à une ogresse, prit son grand couteau et monta à la chambre de la petite Aurore. Elle avait pour lors 4 ans, et vint en sautant et en riant se jeter à son cou et lui demander du bonbon. Il se mit à pleurer. Le couteau lui tomba des mains, et il alla dans la basse-cour couper la gorge à un petit agneau, et lui fit une si bonne sauce que sa maîtresse l'assura qu'elle n'avait jamais rien mangé de si bon. Il avait emporté en même temps la petite Aurore et l'avait donnée à sa femme pour la cacher dans le logement qu'elle avait au fond de la basse-cour. 8 jours après, la méchante reine dit à son maître d'hôtel « Je veux manger à mon souper le petit jour. » Il ne répliqua pas, résolu de la tromper comme l'autre fois. Il alla chercher le petit jour et le trouva avec un petit fleuret à la main, dont il faisait des armes avec un gros singe. Il n'avait pourtant que 3 ans. Il le porta à sa femme, qui le cacha avec la petite Aurore, et donna à la place du petit jour un petit chevreau fort tendre, que l'ogresse trouva admirablement bon. Cela était fort bien allé jusque-là. Mais un soir, cette méchante reine dit au maître d'hôtel « Je veux manger la reine à la même sauce que ses enfants. » Ce fut alors que le pauvre maître d'hôtel désespéra de la pouvoir encore tromper. La jeune reine avait 20 ans passés, sans compter les 100 ans qu'elle avait dormi. Sa peau était un peu dure, quoique belle et blanche, et le moyen de trouver dans la ménagerie une bête aussi dure que cela. Il prit la résolution, pour sauver sa vie, de couper la gorge à la reine, et monta dans sa chambre dans l'intention de n'en pas faire à 2 fois. Il s'excitait à la fureur et entra, le poignard à la main, dans la chambre de la jeune reine. Il ne voulut pourtant point la surprendre, et il lui dit, avec beaucoup de respect, l'ordre qu'il avait reçu de la reine-mère. « Faites, faites, lui dit-elle, en lui tendant le cou. Exécutez l'ordre qu'on vous a donné. J'irai revoir mes enfants, mes pauvres enfants, que j'ai tant aimés. » Elle les croyait morts depuis qu'on les avait enlevés sans lui rien dire. « Non, non, madame, lui répondit le pauvre maître d'hôtel tout attendri. Vous ne mourrez point, et vous ne laisserez pas d'aller revoir vos enfants, mais ce sera chez moi, où je les ai cachés, et je tromperai encore la reine en lui faisant manger une jeune biche à votre place. » Il la mena aussitôt à sa chambre, où, la laissant embrasser ses enfants et pleurer avec eux, il alla accommoder une biche que la reine mangea à son souper avec le même appétit que si c'eût été la jeune reine. Elle était bien contente de sa cruauté.
Elle se préparait à dire au roi, à son retour, que les loups enragés avaient mangé la reine, sa femme, et ses 2 enfants. Un soir qu'elle rôdait à son ordinaire dans les cours et basses-cours du château pour y aléner quelques viandes fraîches, elle entendit, dans une salle basse, le petit jour qui pleurait, parce que la reine, sa mère, le voulait faire fouetter à cause qu'il avait été méchant. Et elle entendit aussi la petite Aurore, qui demandait pardon pour son frère. L'ogresse reconnut la voix de la reine et de ses enfants, et, furieuse d'avoir été trompée, elle commanda le lendemain au matin, avec une voix épouvantable qui faisait trembler tout le monde, qu'on apportât au milieu de la cour une grande cuve, qu'elle fit remplir de vipères, de crapauds, de couleuvres et de serpents, pour y faire jeter la reine et ses enfants, le maître d'hôtel, sa femme et sa servante. Elle avait donné ordre de les amener les mains liées derrière le dos. Ils étaient là, et les bourreaux se préparaient à les jeter dans la cuve lorsque le roi, qu'on n'attendait pas si tôt, entra dans la cour à cheval. Il était venu en poste et demanda tout étonné ce que voulait dire cet horrible spectacle. Personne n'osait l'en instruire, quand l'ogresse, enragée de voir ce qu'elle voyait, se jeta elle-même la tête la première dans la cuve et fut dévorée en un instant par les vilaines bêtes qu'elle y avait fait mettre. Le roi n'en laissa pas d'en être fâché, car elle était sa mère, mais il s'en consola bientôt avec sa belle femme et ses enfants. La petite sirène, au large, dans les profondeurs de l'océan, où l'eau est aussi bleue que le ciel et aussi claire que le cristal, vivait le roi de la mer avec ses 6 filles. Il habitait un magnifique château dont les murs étaient faits de corail, les fenêtres d'ambre et le toit de coquillages qui s'ouvrait et se refermait au rythme des courants marins. La femme du roi de la mer était décédée depuis de nombreuses années. Alors, c'était sa vieille mère qui s'occupait de la maison. Très âgée et très sage, elle veillait sur les princesses de la mer. La plus jeune fille du roi était la plus belle de toutes. Sa peau était aussi délicate qu'un pétale de rose, et ses yeux aussi bleus que la mer. Comme tous les habitants des océans, elle n'avait pas de jambes, et son corps se terminait par une queue de poisson aux reflets scintillants. Chaque princesse possédait son propre petit jardin. Tandis que ses sœurs aînées remplissaient le leur des trésors qu'elles trouvaient dans des épaves, la plus jeune, elle, n'avait érigé dans le sien qu'une statue en marbre, représentant un beau jeune homme. La petite sirène se distinguait de ses sœurs par son tempérament rêveur et solitaire. Tandis qu'elle s'amusait entre les algues à jouer avec les dauphins et les poissons multicolores, elle passait son temps à rêvasser. « Pourquoi suis-je née avec une queue de poisson ?» se lamentait-elle. « Si seulement j'avais des jambes comme les humains, je pourrais courir sur la plage et explorer les terres lointaines. » Un jour, sa grand-mère lui confia un secret. « Lorsque vous atteindrez l'âge de 15 ans, vous aurez enfin le droit de remonter à la surface et de contempler le monde des hommes. Sous la lueur de la lune, vous pourrez vous asseoir sur les rochers et admirer les grands navires voguer sur l'océan. » La petite sirène sentit son cœur se serrer. « Mais je n'ai que 10 ans, s'exclama-t-elle. Je devrais donc patienter encore 5 longues années avant de voir la terre de mes propres yeux. » Enfin, le jour de son 15e anniversaire arriva. Alors, sa grand-mère posa tendrement une couronne de corail sur sa tête et décora sa queue de perles étincelantes. Puis, le cœur battant, la petite sirène monta à la surface de l'eau, légère comme une bulle. Lorsqu'elle émergea à la surface, elle aperçut un grand navire. Sur le pont, des moussaillons chantaient à tue-tête et dansaient. Très curieuse, la petite sirène se hissa sur le grand bateau et observa discrètement la scène. Parmi les matelots se trouvait un très beau jeune homme. La petite sirène laissa échapper un petit cri de surprise lorsqu'il se tourna dans sa direction sans la voir. Il ressemblait en tout point à la statue qu'elle chérissait tant. Par des bribes de conversation,
elle comprit qu'il s'agissait d'un prince dont on fêtait le 16e anniversaire. Longtemps, la petite sirène contempla le séduisant jeune homme qui riait parmi ses camarades. Lorsque minuit approcha, des feux d'artifice fusèrent dans le ciel et illuminèrent la nuit. Le prince afficha un sourire d'émerveillement et tout le monde applaudit. Mais soudain, un éclair zébra le ciel, suivi d'un puissant coup de tonnerre. Le vent se leva et le navire commença à tanguer dangereusement. Les vagues devinrent de plus en plus hautes et la pluie s'abattit sans relâche. Partout, les matelots s'affairaient en criant. Brusquement, le grand navire se brisa en deux et commença à couler. Tous les passagers furent projetés dans la mer houleuse. Tout d'abord, la petite sirène se réjouit en pensant que le prince la rejoindrait dans son royaume. Puis elle se souvint que sa grand-mère lui avait expliqué que les humains ne pouvaient pas vivre sous l'eau. En essayant tant bien que mal d'éviter les débris du navire, elle se mit à la recherche du prince. Enfin, elle l'aperçut en train de couler dans les profondeurs de la mer et nagea jusqu'à lui. Tenant sa tête hors de l'eau, la petite sirène se laissa porter par les vagues jusqu'au rivage. À l'aube, la tempête était terminée et les premiers rayons du soleil réchauffaient le visage du prince. Il était si beau qu'elle ne put s'empêcher de déposer tendrement un baiser sur son front. Puis elle s'éloigna et se cacha derrière un rocher. Au loin, sur une colline, se dressait un temple blanc entouré d'un petit jardin. Bientôt, une jolie jeune fille sortit du bâtiment. En apercevant le jeune homme échoué sur la plage, elle courut dans sa direction et se pencha sur lui. Lentement, il ouvrit les yeux et lui sourit. Le cœur de la petite sirène se serra. Jamais il ne saura que c'est moi qui l'ai sauvé, pensa-t-elle. Tristement, la petite sirène retourna au palais de son père. Ses sœurs la pressèrent de questions. « Qu'as-tu vu là-haut à la surface ?» lui demandèrent-elles avec enthousiasme. Mais la petite sirène ne leur répondit rien. Pendant de nombreuses nuits, elle retourna à l'endroit où elle avait laissé le prince. Assise sur un rocher, elle chantait son amour pour lui. Sa voix était si belle que tous les animaux se pressaient pour l'écouter. Mais elle revenait toujours plus triste encore, car elle ne le voyait jamais. Son seul réconfort était de rester dans son petit jardin, serrant la statue du prince dans ses bras. La petite sirène se sentait de plus en plus malheureuse. Un jour, elle alla trouver sa grand-mère. « Je suis tombée amoureuse d'un prince de la terre pour qui je serais prête à donner ma vie. Cette nuit, je demanderai à la sorcière des mers de changer ma queue de poisson en jambe. Ainsi je pourrai marcher jusqu'à ce que je retrouve mon prince. Et je dirai alors que c'est moi qui l'ai sauvé de la noyade. Je lui dirai que je l'aime. » Épouvantée, sa grand-mère tenta par tous les moyens de la raisonner, mais la petite sirène avait pris sa décision. Cette même nuit, elle prit la direction de l'antre où vivait la redoutable sorcière des mers. Pour y parvenir, elle devait traverser une forêt d'arbres, moitié plantes, moitié animaux. Leurs branches visqueuses s'accrochaient à tout ce qu'elles touchaient comme d'énormes vers gluants, et leur proie n'en ressortait jamais vivante. La petite sirène crut mourir d'épouvante en y pénétrant, mais elle pensa au prince et continua sa route courageusement. Bientôt, elle arriva dans une grotte sombre et lugubre, jonchée d'ossements humains. La sorcière des mers était assise là, avec des serpents d'eau rampant sur ses genoux. « Je sais ce que tu veux, » dit-elle. « Tu veux que je transforme ta belle queue de poisson pour 2 jambes ridicules. » Le visage blême, la petite sirène répondit. « Comment le savez-vous ?»« Je sais tout.
répliqua la sorcière. Tu n'es pas bien sage, ma jolie, mais tu auras ce que tu désires. Sois avertie pourtant, ta folie ne t'apportera que des ennuis. Ce disant, la sorcière éclata d'un rire affreux. Je vais te préparer une potion magique. Poursuivit-elle. Avant que le soleil ne se lève, tu devras nager jusqu'à la terre et la boire. Alors, ta queue se divisera et tu auras des jambes. Aucune danseuse ne sera aussi gracieuse que toi. Mais à chaque pas, tu auras l'impression de marcher sur des couteaux tranchants. Peux-tu supporter une telle douleur? J'endurerai n'importe quelle souffrance, affirma la petite sirène, À ta guise. Mais souviens-toi, ajouta la sorcière. tu ne pourras jamais redevenir une sirène. Si tu ne parviens pas à te faire aimer de ton prince, le lendemain du jour de ses noces, tu deviendras écume sur la mer. Veux-tu toujours ta potion? La petite sirène était loin d'imaginer une issue aussi tragique. Comment le prince qu'elle aimait et qu'elle avait sauvé pourrait-il épouser une autre femme qu'elle? Elle hocha la tête et la sorcière reprit. Très bien. Mais pour emporter ton filtre, tu dois d'abord me payer. Personne ici-bas n'a de voix aussi douce que la tienne. Et tu vas me la donner. Mais si tu prends ma voix, que me restera-t-il? Demanda la petite sirène. Ta beauté et ta grâce. Quant à tes yeux, ils parleront pour toi. Répondit la sorcière. Ainsi soit-il, murmura la petite sirène. La sorcière eut un petit gloussement cruel. À l'aide d'un couteau aiguisé, l'infâme créature saisit le doux visage de la sirène et lui trancha la langue. La petite sirène était désormais muette. Sans perdre un instant, l'ignoble sorcière mélangea dans une immense marmite de pierre une série d'ingrédients immondes, de la bave d'anguille, du venin de couleuvre et du sang de méduse. Lorsqu'elle touilla, le breuvage commença à bouillonner et une épaisse vapeur s'éleva en prenant des formes terrifiantes. Lorsqu'elles se furent évanouies dans l'eau sombre de son antre, la sorcière s'empara d'une fiole et y versa le breuvage pestilentiel. La sirène s'en empara en tremblant et, sans se retourner, nagea droit vers la surface. Le soleil était sur le point de se lever à l'horizon, aussi la petite sirène se hâta de boire la potion d'une traite. Ce fut alors comme si une épée transperçait son corps et elle tomba sans connaissance sur le sable. Quand elle ouvrit les yeux, le prince se tenait à ses côtés. « Qui es-tu » demanda-t-il. La petite sirène ne pouvait pas répondre. Elle ne fit que le regarder avec ses grands yeux bleus. « Pauvre jeune fille, tu ne peux pas parler ?» demanda le prince. La petite sirène baissa les yeux et secoua la tête. « Ne t'en fais pas, dit le prince. Je prendrai soin de toi. » Le prince prit la main de la petite sirène et la mena jusqu'au palais. À chaque pas, elle avait l'impression de marcher sur des lames de couteau, mais elle n'y prêta aucune attention, tant elle était ravie de se savoir près de son bien-aimé. Ce soir-là, un grand bal eut lieu. Vêtue d'une superbe robe, la petite sirène dansa encore et encore. Tout le monde fut émerveillé par sa grâce et sa beauté, en particulier le prince. Chaque jour, la petite sirène devenait plus chère aux yeux du prince. Il l'aimait comme une sœur, mais jamais il ne songeait à en faire sa femme. « Tu me fais penser à une jeune fille merveilleuse qui m'a sauvé la vie après une terrible tempête, » lui confia-t-il un jour. « Je ne l'ai jamais revue depuis, mais c'est la seule personne que je pourrais épouser. » Ces paroles bouleversèrent la petite sirène.
Elle tenta par tous les moyens de faire comprendre au prince que c'était elle qui l'avait sauvé, mais malgré tous ses efforts, le prince ne la comprit pas. La petite sirène aurait voulu éclater en sanglots, mais les sirènes n'ont pas de larmes. La nuit, quand tout le monde dormait, la petite sirène descendait les marches de marbre du palais pour rafraîchir ses pieds brûlants dans la mer froide. Elle entendait ses sœurs chanter tristement et voyait leurs longs cheveux flotter dans la brise. Elle leur faisait signe et elle s'approchait du rivage. « Tu nous manques, petite sœur, » lui disait-elle. « Nous viendrons souvent te voir pendant que le prince dort. » Un beau jour, les parents du prince décidèrent qu'ils devraient épouser la fille d'un roi voisin. « Je ne peux pas l'aimer, » confia-t-il à la petite sirène, « mais je dois aller la rencontrer. Et tu viendras avec moi. J'espère que la mer ne te fait pas peur. » La petite sirène lui sourit tristement. Le lendemain matin, le navire du prince entra dans le port du royaume voisin. Les trompettes sonnèrent, les cloches des églises retentirent et le prince fut accueilli avec faste. Chaque soir, on organisa des bals et des fêtes en son honneur, mais la princesse restait absente. Lorsque le prince en demanda la raison au roi, ce dernier lui expliqua: « Notre fille est restée dans un temple sacré à quelques lieues d'ici. Elle est en route et arrivera bientôt. » Enfin, le carrosse de la princesse atteignit la cour du palais. Lorsque le prince la vit sortir de sa calèche, il n'en crut pas ses yeux. « C'est toi, dit-il. C'est toi qui m'as sauvé après la tempête. Toi et toi seul seras ma femme. » Le jour du mariage, la petite sirène tenait la traîne de la robe de la mariée. Elle sentait son cœur se briser. Bientôt, elle allait mourir et se transformer en écume sur la mer. Ce soir-là, le prince et son épouse montèrent à bord du navire. Quand la nuit tomba, les lanternes furent allumées et tout le monde se mit à danser. La petite sirène dansa elle aussi, avec encore plus de grâce qu'à son accoutumée. Mais cette fois, la douleur dans son cœur dépassait de loin celle qu'elle ressentait à chaque pas. La fête dura jusqu'à ce que la pleine lune soit haute dans le ciel. Ensuite, chacun alla se coucher. La petite sirène regarda la mer. Elle vit alors ses sœurs surgir à la surface. Leurs longs et magnifiques cheveux ne flottaient plus dans le vent. Ils avaient été coupés. « Nous avons dû donner nos cheveux à la sorcière des mers pour te sauver de la mort, » lui dirent-elles. « Tu as encore une chance. En échange de nos cheveux, la sorcière nous a donné ce poignard. Avant le lever du soleil, tu dois tuer le prince. Quand son sang coulera sur tes pieds, tu redeviendras une sirène. Hâte-toi. » La petite sirène se saisit du poignard et écarta lentement les rideaux de la tente où dormaient le prince et sa nouvelle épouse. Elle regarda le beau jeune homme qui respirait doucement et caressa sa joue. Puis, elle brandit le poignard au-dessus de sa tête. À cet instant, le prince murmura le prénom de sa femme dans son sommeil. L'arme trembla dans la main de la petite sirène, qui se précipita sur le pont et lança le poignard loin, très loin dans les flots. Les vagues devinrent rouges à l'endroit où il tomba. Alors, la petite sirène jeta un dernier regard au prince. Puis, elle se jeta elle-même hors du navire et sentit son corps se transformer en écume. Mais la petite sirène n'était pas morte. Alors que le soleil se levait, elle entendit des voix semblables à de la musique, et elle vit des centaines d'êtres magnifiques flotter dans les airs autour d'elle. « Nous sommes les filles de l'air », lui dirent ses compagnes transparentes. « Grâce à ton endurance et à ta bonté, tu es désormais l'une des nôtres. Nous répandons le parfum des fleurs pendant 300 ans. Où que nous allions, nous semons la paix et le bonheur. Ensuite, nous gagnons une âme immortelle. Et toi,
pour la première fois, la petite sirène sentit des larmes couler de ses yeux. Elle vit le prince et sa jeune épouse. Ils regardaient tristement l'écume bouillonnante, comme s'ils savaient qu'elle s'était jetée dans les vagues. Désormais invisible, la petite sirène alla déposer un dernier baiser sur le front du prince qu'elle aimait. Puis, avec les filles de l'air, elle s'éleva vers le ciel, à tout jamais. La Belle et la Bête. Dans un pays lointain, vivait un riche marchand qui avait 3 filles d'une beauté remarquable. Mais tandis que les 2 aînées se révélaient chaque jour plus vaniteuses et égoïstes, la plus jeune était d'une douceur, d'une bonté sans égale, si bien que tout le monde la surnommait Belle. De nombreux prétendants se présentaient chaque semaine pour demander la main d'une des sœurs. Pourtant, les 2 aînées les refusaient avec mépris, affirmant qu'elles n'accepteraient pour époux qu'un duc ou un comte. Belle, de son côté, répétait qu'elle était encore trop jeune et préférait rester auprès de son père. Un jour, le destin frappa cruellement la famille. Le marchand perdit toute sa fortune. Réunissant ses filles, il leur annonça tristement « Mes chers enfants, nous n'avons plus rien. Il ne nous reste qu'une humble maison à la campagne, où nous devrons désormais vivre. » Malgré leurs cris et leurs pleurs, les 2 aînés durent se rendre à l'évidence. Leur père était ruiné, et il n'y avait plus d'autre choix que d'accepter leur sort. La famille s'installa donc dans une modeste demeure à la campagne. Belle, pleine de courage et de gentillesse, aidait son père du mieux qu'elle le pouvait. L'air pur et le travail la rendaient encore plus radieuse. Ses sœurs, en revanche, trouvaient cette existence insupportable et passaient leur temps à se lamenter. Un jour, le marchand reçut une lettre lui annonçant qu'un vaisseau sur lequel il avait des marchandises venait d'arriver à bon port. Aussitôt, les 2 aînés crurent leur fortune faite et sautèrent de joie. « Ô père, ramenez-nous de belles robes et des chapeaux élégants, nous n'avons plus rien à nous mettre !» Le marchand promit de satisfaire leur demande, puis se tourna vers Belle avec tendresse. « Et toi, ma fille, que veux-tu ?»« Oh, une simple rose me suffira, » répondit-elle avec douceur, « car il n'en pousse pas par ici. » Alors, le marchand embrassa ses filles et prit la route de la ville. Hélas, lorsque le marchand arriva au port, on lui fit un procès pour ses marchandises et il quitta la ville encore plus pauvre qu'auparavant. Sur le chemin du retour, il traversa une vaste forêt, sombre et inquiétante. La nuit tomba, le surprenant en plein trajet, et il finit par se perdre. Le froid mordant, accentué par la neige et le vent violent, le fit frissonner. Il crut sa dernière heure arrivée. C'est alors qu'au loin, l'obscurité fut percée par une faible lueur. Rassemblant ses dernières forces, il guida son cheval en direction de cette lumière. Tous 2 bravèrent la tempête et atteignirent un château majestueux. La porte, entrebâillée, l'invitait à entrer. Prudemment, il pénétra dans l'édifice où régnait un silence pesant et mystérieux. « Y a-t-il quelqu'un » lança le marchand d'une voix forte. Mais personne ne répondit. Intrigué, il poussa une porte au hasard et pénétra dans une salle somptueuse, ornée de riches tapisseries et de bouquets de roses. Devant un grand feu de cheminée, une table dressée l'attendait, garnie de mets appétissants. Affamé après son long voyage, il ne put résister à la tentation et s'attabla. « J'ose espérer que le maître de cette demeure me pardonnera cette audace, » murmura-t-il avant de commencer son repas. Minuit sonna et personne n'avait paru. Poussé par la curiosité, il explora le château désert. Enfin, il trouva une chambre à coucher dont le lit moelleux était recouvert de draps soyeux. Comme il était bien là, il s'y allongea et sombra rapidement dans un profond sommeil.
À l'aube, il se réveilla et eut la surprise de trouver des habits propres déposés sur une chaise, ainsi qu'un copieux déjeuner servi à son attention. « Je vous remercie, noble hôte inconnu, » dit-il à haute voix avant de se restaurer. Puis, une fois rassasié, il se prépara à reprendre sa route. Comme il passait sous une arche de roses, il se souvint de la requête de Belle et cueillit une fleur pour elle. À cet instant, un grand fracas se fit entendre. Surpris, le marchand se retourna et vit avec horreur qu'une bête horrible avait surgi derrière lui. Terrifié, il manqua de s'évanouir à sa vue. « Vous êtes bien ingrat, » rugit la bête. « Je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans ma maison. Et vous me volez ce que j'ai de plus précieux au monde, mes roses. Je vous accorde un quart d'heure pour vous recueillir auprès de Dieu, après quoi il vous faudra mourir. » Le marchand se jeta à ses pieds et implora la bête. « Monseigneur, de grâce, j'ignorais que je vous offenserais de la sorte en cueillant une simple rose pour une de mes filles. »« Ne m'appelez pas Monseigneur, mon nom est la bête. Mais vous avez des filles, me dites-vous ? » ?»« Oui, elles sont les prunelles de mes yeux, » balbutia le pauvre homme. « J'accepte de vous laisser la vie sauve, si l'une d'elles accepte volontairement de mourir à votre place. À présent, partez, et si vos filles refusent de mourir pour vous, revenez ici. Ne songez pas à fuir, car je vous retrouverai, et ma colère s'abattra sur toute votre famille. » Le malheureux marchand ne pouvait se résoudre à offrir une de ses filles en sacrifice, mais il accepta néanmoins ce sursis, qui lui permettait de les voir une dernière fois. Le cœur lourd, il rentra chez lui. Dès qu'il franchit le seuil de son humble masure, ses filles se précipitèrent vers lui. Il tendit une branche de rose à Belle et, les larmes aux yeux, lui murmura : « Prends cette fleur, Belle. Elle m'aura coûté bien plus que tu ne l'imagines. » Puis, d'une voix tremblante, il leur raconta son effroyable mésaventure. À peine avait-il fini que les deux aînés s'emportèrent contre Belle. « Pourquoi n'as-tu pas demandé des robes comme nous ?» s'écrièrent-elles. « Regarde ce que tu as causé. À cause de toi, notre père est condamné, et tu restes là sans même verser une larme. »« Pleurer ne servira à rien, » répondit Belle avec calme. « Notre père ne mourra pas. Puisque la bête exige qu'une de nous prenne sa place, j'irai moi-même me livrer à son courroux. » Son père tenta de l'en dissuader, mais la jeune fille resta inflexible. Après un dernier adieu, elle quitta les siens et se mit en marche. Quand elle atteignit le château, la nuit était tombée et l'imposante bâtisse semblait plongée dans un silence inquiétant. Belle poussa lentement la porte et pénétra dans le château. À peine eut-elle franchi le seuil qu'un bruit sourd, semblable à un coup de tonnerre, retentit. La bête apparut, imposante et effrayante. Belle sentit son cœur se serrer, paralysé par la peur. Pourtant, la créature s'exprima d'une voix qu'elle s'efforçait de rendre douce. « Votre geste est d'une rare bravoure, et je vous en rends hommage. Venez, je vais vous mener à vos appartements. » Il la conduisit dans un dédale de corridors et s'arrêta devant une porte richement travaillée. Belle entra prudemment dans la chambre et remercia la bête, qui s'inclina avec respect avant de disparaître. Belle regarda autour d'elle. La chambre était exquise, mais elle ne put s'empêcher de frissonner. « La bête m'a épargné ce soir, » songea-t-elle. « Mais demain, sans doute, il me tuera et me dévorera. » Cette nuit-là, Belle s'endormit le cœur lourd. Le lendemain matin, comme personne ne venait la chercher, elle décida d'explorer le château. Malgré la crainte de croiser la bête à tout moment, elle ne put s'empêcher d'admirer la splendeur des lieux. Ses pas la menèrent devant une porte sur laquelle était gravée l'inscription « Salon de la Belle ». Intriguée, elle entra
et découvrit une pièce d'une élégance inouïe. Une bibliothèque gigantesque couvrait un mur entier. De confortables fauteuils entouraient un magnifique piano à queue, et une délicate table ronde portait un somptueux petit déjeuner. Mais ce qui émerveilla le plus Belle, ce furent les majestueux bouquets de roses rouges qui embaumaient la pièce d'un parfum enivrant. La journée passa agréablement entre lecture et musique, et très vite, Belle oublia presque sa situation. À la tombée du soir, Belle rejoignit la grande salle, où un dîner était soigneusement dressé pour 2 convives. Elle s'installa, et soudain, un bruit éclatant retentit. La bête apparut. « La Belle, consentiriez-vous à partager ce repas avec moi ?» demanda-t-il. « Vous êtes le maître ici ?» répondit Belle timidement. « Non, c'est vous. Dites-moi, me trouvez-vous fort laid ?» Hésitante, mais sincère, Belle murmura. « Oui, mais je crois que vous avez bon cœur. » La bête resta silencieuse, puis sortit un miroir et le lui tendit. « Ce miroir est magique. Vous pourrez y voir votre famille quand bon vous semblera. » Belle y aperçut aussitôt son père, triste et solitaire dans leur masure. Son cœur se serra, mais elle remercia la bête et continua son repas. Elle commençait à s'habituer à sa présence lorsqu'il lui posa une nouvelle question qui lui glaça le sang. « Belle, accepteriez-vous de devenir mon épouse ?» Craignant de mettre la bête en colère, Belle répondit en tremblant. « Non, la bête. » La bête baissa la tête et un silence pesant s'installa. Puis, dans un profond soupir, la bête se retira sans un mot. Bouleversée, Belle pensa « Pourquoi faut-il qu'il soit si monstrueux alors qu'il est si bon ? Je ne pourrai jamais l'épouser. Il me faudra donc périr. » Pourtant, les jours s'écoulaient paisiblement et Belle s'habituait peu à peu à sa nouvelle vie. Chaque soir, elle partageait le dîner avec la bête et, au fil du temps, elle lui découvrait une intelligence fine et une grande bonté. Peu à peu, elle cessa de redouter son apparence monstrueuse et attendait même le repas avec impatience. Mais chaque soir, la bête lui posait la même question. Accepterait-elle de devenir son épouse ? Belle, incapable d'y consentir, voyait la tristesse envahir son hôte. Une nuit, elle lui dit doucement « La bête, je vous serai toujours une amie fidèle. Tâchez de vous en contenter. »« Il le faudra bien, » répondit la bête avec résignation. « Mais promettez-moi une chose, ne m'abandonnez jamais. » Belle baissa les yeux troublée. Dans son miroir magique, elle avait vu son père gravement malade. « Oh, la bête, laissez-moi le revoir. Si vous me refusez cela, je serai inconsolable, » le supplia-t-elle. « Je ne veux pas être la cause de votre chagrin, » murmura la bête. « Partez donc, retrouvez votre père, même si je dois en mourir de tristesse. Demain, vous serez libre. Prenez cette bague. Lorsque vous souhaiterez revenir, posez-la simplement sur une table. Adieu, Belle. » Émue, Belle lui promit de revenir dans 8 jours, puis alla se coucher. Au matin, elle se réveilla chez son père. Le vieil homme, fou de joie, l'accueillit en larmes. Mais ses sœurs, en la voyant plus radieuse que jamais, furent rongées par la jalousie et décidèrent de tout faire pour l'empêcher de repartir. « Le monstre sera furieux de son absence et il cherchera à se venger, » murmurèrent les sœurs en ricanant. À l'approche du 8e jour, lorsque Belle s'apprêta à repartir,
Elles se frottèrent les yeux avec des oignons et simulèrent un désespoir déchirant, pleurant et suppliant leur cadette de rester encore un peu. Belle, touchée par leur détresse, prolongea son séjour de 8 jours supplémentaires. Cependant, Belle se reprochait le chagrin qu'elle causait sûrement à son compagnon et s'ennuyait de ne plus le voir. Une nuit, elle fit un rêve troublant. Elle vit la bête gisant inanimée dans le jardin du château, comme mort. Un frisson d'angoisse la traversa. Elle comprit alors qu'elle ne pouvait plus tarder. Se levant précipitamment, elle posa la bague sur la table et sombra dans un profond sommeil. À son réveil, Belle se retrouva dans le château silencieux. Toute la journée, elle attendit l'heure du dîner avec impatience, mais la bête ne parut point. Belle courut dans tout le palais, appelant la bête à grands cris. Alors, elle se souvint de son rêve, et gagnée par un mauvais pressentiment, elle se précipita dans les jardins. Après avoir cherché partout, elle trouva la bête étendue dans le jardin de roses, sans connaissance. Folle d'inquiétude, elle se jeta sur lui en sanglotant. D'une voix faible, la bête murmura « Belle, que n'avez-vous tenu votre promesse? Le chagrin que vous m'avez causé m'a anéanti. Mais je puis au moins mourir heureux de vous avoir revu une dernière fois. »« Non, s'écria Belle, vous ne mourrez point. J'ignorais à quel point je tenais à vous, et maintenant je le sais. Je vous aime, et ne pourrai vivre sans vous. » À peine eut-elle avoué son amour qu'un éclair éclata dans le ciel et vint frapper la bête. Belle poussa un cri et recula saisie d'effroi. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la créature hideuse avait disparu. À sa place se tenait un prince beau comme le jour. « Belle, murmura-t-il avec émotion, une mauvaise fée m'avait condamné à rester sous cette figure jusqu'à ce qu'une jeune femme consentît à m'épouser en dépit de ma laideur. Vous avez pu voir au-delà des apparences et écouter mon cœur. Je vous offre ma vie et ma couronne. C'est bien peu pour le bonheur que vous m'avez accordé. » Belle s'approcha en tremblant et prit les mains du jeune prince dans les siennes. Le beau jeune homme eut alors un petit sourire et lui demanda « Belle, accepteriez-vous de m'épouser ?» Cette fois, Belle accepta sans hésiter. Ils retournèrent au palais. Là, Belle y retrouva son père et ses sœurs, perplexes. Soudain, une fée apparut. « Belle, lui dit-elle, vous avez la récompense de votre grandeur d'âme, car vous avez préféré la vertu à la beauté. Vous deviendrez une reine puissante et respectée. Quant à vous, mesdemoiselles, poursuivit-elle en s'adressant à ses sœurs, vous resterez aux portes du château. Vous vous transformerez en statue de pierre, témoin du bonheur de votre Benjamine. Vous retrouverez votre forme humaine au moment où vous reconnaîtrez vos fautes. Mais j'ai bien peur que vous ne restiez statue pour toujours. » Dès le lendemain, les noces furent célébrées en grande pompe. Belle se consola du triste sort de ses perfides sœurs grâce à la bonté et à la tendresse de son prince. Et tous deux vécurent heureux, entourés de leurs nombreux enfants, dans un royaume qu'ils gouvernèrent avec sagesse et bonté. J'ignore si les deux statues de pierre veillent encore sur le portail de leur château. Mais si, par aventure, ton chemin te menait jusque-là, promets-moi de me le dire. Peut-être qu'avec le temps, elles ont enfin trouvé le chemin du repentir. Ainsi s'achève cette compilation de contes de princesses. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à me dire quelle histoire tu as préférée et à t'abonner à l'heure du conteur afin de ne rater aucune de nos excursions dans le monde merveilleux des contes, des mythes et des classiques de la littérature. À bientôt!